Dans une maison reculée du Rhode Island, entourée de bois silencieux, une famille pensait avoir trouvé leur havre de paix. Mais dès qu'ils ont franchi le seuil, le calme s'est transformé en cauchemar. Des bruissements dans l'obscurité, des objets qui bougent tout seuls, et une présence glaciale qui les observait, tapis dans l'ombre. La famille Perron a vécu une horreur que peu peuvent imaginer. Hantée par une force malveillante, bien au-delà de l'entendement humain. Leur histoire n'est pas une simple histoire de fantômes, un témoignage d'un mal ancien qui refuse de disparaître. Et le calvaire de cette famille américaine a inspiré l'un des films d'horreur les plus réussis de ces 10 dernières années, Conjuring. Alors si aujourd'hui en compagnie de la chaîne YouTube Hellgill, qui fait du contenu sur de l'étrange, du paranormal et du true crime, nous vous racontions l'histoire vraie qui se cache derrière le film Conjuring. Ça vous intéresse ? Le film suit l'histoire vraie de la famille Perron, qui emménage dans une vieille ferme isolée du Rhode Island dans les années 70. Très vite, des phénomènes paranormaux troublants surviennent. Portes qui claquent, bruits inquiétants et apparitions terrifiantes. Désespérés, les Perron font appel au célèbre enquêteur du paranormal, Ed et Lorraine Warren. En explorant la maison, les Warren découvrent que le lieu est hanté par l'esprit malveillant d'une sorcière nommée Bathsheba, qui avait maudit la terre avant de se suicider. Pour sauver la famille, les Warren organisent un exorcisme intense qui met leur foi et leurs compétences à rude épreuve. Avec son ambiance oppressante et ses scènes terrifiantes, The Conjuring est devenu un classique du cinéma d'horreur. Cependant, ce n'est pas un secret, l'histoire derrière le film Conjuring est bel et bien inspirée d'une histoire vraie, celle de la famille Perron. Au début des années 70, Roger et Caroline Perron étaient à la recherche d'un endroit paisible où élever leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April. La famille ne roule pas sur l'or, mais désire tout de même prendre un nouveau départ pour le bien-être de la grande famille. La propriété s'étendait sur plus de 80 hectares, environ 200 acres, de terres agricoles, comprenant des champs, des bois et des pâturages. Cette grande étendue donnait à la ferme un sentiment d'isolement et d'intimité, mais renforçait également la sensation de solitude, surtout la nuit. Les bois environnants ajoutaient une atmosphère mystérieuse à l'endroit. Comme c'était une ferme, il y avait également des bâtiments annexes, notamment des granges, des écuries et des constructions agricoles. Avec une maison d'environ 800 mètres carrés, appelée le Old Arnold Estates, la maison est énorme, et elle comprend une dizaine de pièces. Autant dire que là c'est sûr, on n'est pas à Paris. La maison, elle-même, était relativement spacieuse, avec ses nombreuses pièces, adaptées pour une grande famille, comme celle des Perron. Il y avait plusieurs chambres, une grande cuisine, un salon, une salle à manger et des salles communes. Les pièces étaient vastes, mais sombres, avec peu de lumière naturelle, ce qui donnait souvent une sensation de claustrophobie. Les Perron avaient mis absolument toutes leurs économies dans l'achat de cette maison, mais c'était un sacrifice nécessaire pour le bien-être de leur famille. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient au début. L'achat de cette maison représentait pour eux un nouveau départ. Cependant, le propriétaire précédent leur aurait laissé un avertissement. Pour le bien de la famille, laissez les lumières allumées la nuit. Les Perron n'ont pas pris cette remarque au sérieux. À l'époque, ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'une plaisanterie. Le jour de l'emménagement, l'excitation régnait chez les Perron. Les 5 filles étaient particulièrement enthousiastes à l'idée d'explorer leur nouvelle maison, qui leur paraissait vaste et fascinante avec leurs nombreuses pièces. Cependant, dès leur première journée, des événements étranges vont commencer à se manifester. Walking in through the front door, how much time passed before you knew that something was different about this house? About 5 minutes. Wow. What was the first thing that happened that clued you in? But my dad handed me a large box off the back of the truck and said, "Take this to your mother in the kitchen." So I went through the parlor door, and I had to walk the entire length of the house to get to the kitchen and the pantry, and it was more than 110 feet long. So I walked into the dining room, and I saw an oddly dressed man in the corner of the dining room. And I greeted him because I was a polite child. I said, "Good morning," and he didn't respond to me. His focus was entirely on the elder gentleman who was moving out of the house, who had sold it to us.
And so I kept going, and I walked in the kitchen and said, Mom, who's that other man with Mr. Kenyon in the dining room? She said, there is no other man in the dining room. And then Nancy came in, Christine came in, Cindy came in, and the last sister came in and said, that man in the dining room just disappeared. En déballant leurs affaires et en prenant possession des lieux, les membres de la famille ont ressenti des sensations de malaise, comme s'ils étaient observés. Ils ont également entendu des bruits inexpliqués, des pas dans le couloir, alors que personne ne s'y trouvait, et les portes semblaient se fermer toutes seules. Ces premiers phénomènes n'étaient pas immédiatement alarmants, mais ils ont semé les germes du doute. Lors des premières semaines, suivant leurs emménagements, les Perron ont remarqué des événements mineurs, mais inexplicables. Les filles et Caroline ont constaté des objets déplacés ou disparus puis réapparus dans d'autres pièces, sans raison apparente. Les portes de placard ou des pièces s'ouvraient et se fermaient seules. Des courants d'air glacé traversaient la maison, souvent dans des pièces sans fenêtres ouvertes. Des bruits de pas lourds se faisaient entendre dans la maison, souvent dans les pièces à l'étage, bien qu'aucun membre de la famille ne s'y trouvât. Ces pas étaient souvent entendus tard dans la nuit, alors que la famille était au lit, créant une atmosphère d'anxiété constante. I thought that the sound that I was hearing was wind in the eaves, but that wasn't the case at all. And then my darling little sister Cindy crawled into bed with me. She said, Annie, can I sleep with you? I said, sure. I pulled the quilt back and let her in. She snuggled up real close and she said, I hear voices in my room and they're all talking at once, but they're all saying the same thing. And I asked her, what are they saying? And she said, there are 7 dead soldiers buried in the wall. Rapidement, les petites anomalies se multiplient. Les objets semblent se déplacer tout seuls, disparaissant et réapparaissant dans des endroits inattendus. Des courants d'air froid traversaient des pièces sans raison apparente, et des odeurs étranges, souvent nauséabondes, se faisaient sentir par intermittence. Les Perron ont d'abord attribué ces événements étranges à l'âge de la maison, pensant que c'était des problèmes structurels. Bien que tous les membres de la famille aient été témoins d'événements étranges au sein de la maison, c'est surtout Caroline Perron, la mère de la famille, qui semble la plus touchée. Elle se sentait souvent épuisée physiquement et mentalement sans raison. Et des objets lui étaient souvent arrachés des mains de manière inexplicable. Étant très présente à la maison, elle avait plus souvent l'occasion d'observer ces étranges phénomènes. Comme par exemple le balai qui disparaissait soudainement alors qu'elle l'avait quitté des yeux seulement quelques secondes. C'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000. Pour Caroline, ces événements étaient beaucoup trop nombreux pour n'être que de simples événements anodins. Elle va alors commencer à s'interroger sur la maison et à faire ses propres recherches. La maison a été construite en 1736 et a d'abord été habitée par la famille Arnold, une famille influente dans la région à l'époque coloniale. Elle faisait partie d'une grande propriété agricole qui s'étendait sur plus de 80 hectares, environ 200 acres, comprenant des champs, des bois et des pâturages. La ferme est conservée dans la famille Arnold pendant plusieurs générations, et c'est au cours de cette période que plusieurs incidents tragiques ont eu lieu. De nombreuses personnes sont mortes, sur ou autour de la propriété, au fil des ans, souvent dans des circonstances violentes ou mystérieuses. Voici quelques-uns des événements les plus notables. Plusieurs suicides ont été rapportés parmi les membres de la famille Arnold et d'autres résidents de la propriété. Le plus célèbre de ces suicides est celui de John Arnold, l'un des propriétaires de la ferme, qui se serait pendu dans le grenier de la maison à l'âge de 93 ans. D'autres suicides auraient eu lieu dans les environs, tout comme des noyades, mais les sources ne sont pas vraiment fiables pour l'affirmer. L'une des histoires les plus effrayantes et controversées liées à la maison est celle de Bathsheba Sherman, qui, selon les croyances populaires, aurait joué un rôle clé dans l'activité paranormale ressentie par les Perron. Bathsheba Tyler est née en 1812 et a épousé Johnson Sherman en 1844. Le couple s'est installé dans une ferme non loin de la propriété des Arnold. Selon la légende locale, Bathsheba aurait été impliquée dans des pratiques de sorcellerie et aurait sacrifié son propre enfant en tant qu'offrande satanique. L'enfant serait mort d'une blessure causée par une aiguille de couture enfoncée à la base de son crâne. Bien qu'elle ait été accusée de ce crime, Bathsheba n'a jamais été condamnée en justice en raison d'un manque de preuves. Bathsheba aurait eu 3 enfants, Julia en 1845, Edward en 1947 et George en 1853, mais aucun n'avait survécu au-delà de 7 ans.
et il n'était même pas mentionné dans les archives de recensement. Elle brutalisait ses serviteurs, les affamait et les battait sans raison aucune. À sa mort, le 25 mai 1885, 4 ans après la mort de son mari, le coroner aurait écrit dans son rapport qu'il n'avait jamais rien vu de semblable. Le corps émacié de Bathsheba avait l'air pétrifié, comme si elle s'était littéralement changée en pierre. Encore une fois, pas mal de sources se contredisent, mais ce qui est sûr, c'est que Bathsheba reste une figure mystérieuse. Selon les croyances populaires et les expériences rapportées par la famille Perron, l'esprit de Bathsheba aurait investi la maison des Arnold après sa mort, et pourrait être l'une des nombreuses entités qui y rôdent. Caroline Perron a donc appris le sombre secret que cache sa maison, et elle en est persuadée. Bathsheba la tourmente. Elle pense que Bathsheba la considère comme une rivale, une menace et qu'elle cherche à se débarrasser d'elle. Cependant, la mère de famille n'est pas la seule à vivre des choses effrayantes au sein de son foyer. En effet, ses filles rapportent aussi vivre des événements qui n'ont rien d'anodin. Cindy, l'une des plus jeunes, a vécu certains des phénomènes les plus troublants. Elle entendait des voix chuchoter son nom lorsqu'elle était seule dans sa chambre. Les murmures étaient souvent incompréhensibles, mais elle se souvenait distinctement d'une phrase répétée à plusieurs reprises. Il y a 7 soldats morts dans les murs. Ce détail effrayant correspondait à une rumeur selon laquelle la maison avait servi de refuge pendant la guerre d'indépendance américaine. Les murs de la maison semblaient presque vivants à ses yeux. Mais même Andrea, l'aînée des filles, voyait des choses étranges. Une nuit, accompagnée d'une de ses sœurs, elle va voir au pied de son lit une petite fille en train de pleurer. Pendant leur sommeil, toutes les filles de la famille se faisaient tirer les cheveux ou sentaient une pression sur leurs draps, comme si une présence invisible essayait de les arracher de leur lit. Une nuit, Nancy a été réveillée par le bruit de son lit qui craquait. En ouvrant les yeux, elle a vu que son lit bougeait lentement, comme s'il était traîné par une force invisible. Christine, dans le lit voisin, criait que quelque chose la tirait par les jambes. Une nuit, elles ont entendu des bruits violents, comme si quelqu'un frappait dans les murs. En entrant dans la chambre de Cindy, elles ont trouvé la pièce anormalement froide. Cindy était en boule dans son lit, tremblante, incapable de parler. Alors qu'elle tentait de réconforter leur sœur, toutes ont vu une silhouette noire descendre lentement l'escalier voisin. Un jour, alors que les 5 filles jouaient à cache-cache, l'une d'entre elles décide de se cacher dans une malle qui n'avait pas de verrou ni de fermeture particulière. C'est une simple malle dont soulevait le couvercle. Comme personne ne la trouve, la petite fille décide de sortir, mais elle se rend compte que c'est impossible. Le couvercle ne se soulève plus, et l'enfant est bloqué à l'intérieur de la malle. Ce n'est que 20 minutes plus tard que, alertée par les cris, une des sœurs arrive pour délivrer la petite fille en soulevant simplement le couvercle. Personne n'a jamais résolu ce mystère. Un esprit particulièrement maléfique les agressait parfois, si on lit entre les lignes, sexuellement. À interroger sur la nature des agressions, Andrea Perron répondit « Disons qu'il y avait un très mauvais esprit masculin dans la maison, avec 5 petites filles. » Mais elle refusa de donner plus de précision. Voilà le quotidien de la famille Perron. Être persécutée par des forces paranormales, parfois les événements étaient relativement calmes ou inexistants, et parfois, l'horreur devenait vraiment intense, comme quand les filles se faisaient malmener. Caroline voulait pourtant garder le contrôle, aux côtés de son mari, et ne pas se laisser dépasser par les événements, mais va être poussée à bout. Ah, t'as peur maintenant, les chocottes. J'ai peur. Les chocottes. Les chocottes que t'as. Elle se réveillait régulièrement avec des marques sur le corps, comme des égratignures profondes sur son dos ou sur ses jambes. Une nuit, elle a senti une douleur aiguë dans sa cuisse, et a découvert une blessure en forme d'aiguille, et disait se sentir drainée de son énergie chaque jour. Elle avait des vertiges constants et une sensation de lourdeur, comme si une force invisible essayait de l'écraser. Pourtant, les difficultés financières de la famille ne leur permettaient pas de quitter le foyer. Ils devaient trouver une solution pour faire cesser le cauchemar. Caroline, désespérée, avait entendu parler d'Ed et Lorraine Warren grâce à des articles sur leur travail dans des cas célèbres de hantise, comme celui d'Amityville, dont Curiositone avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Lorraine Warren, connue pour être un médium, semble être la meilleure personne pour comprendre ce qui se passait. Actually, they didn't move in with us as was portrayed in the film, and my mother was changing radically, dramatically, even though it was gradually over a period of time.
She began dressing in vintage clothing. She started using archaic language, and we thought it was because she was immersed in the history of the place. And we did pay attention to it, all of us did, because we felt like our mother was slipping away from us in some respects. And I stepped into the role of, I was parentified at a young age. I needed to take care of my sisters. And my mom was just immersed in the history of the house and learning everything that she could. When the Warrens came, it was right around this time in 1973, and they conducted an investigation over a period of about a year and a half. Les Warren sont arrivés à la ferme en 1973. Dès leur entrée dans la maison, Lorraine ressent une présence intense et hostile. Selon elle, la ferme était sous l'emprise d'une entité maléfique, qu'elle a immédiatement associée à Bathsheba Sherman, une femme accusée de sorcellerie ayant vécu sur le terrain. Les Warren ont exploré la maison avec leurs équipements, documentant les phénomènes. Des enregistrements audio auraient capturé des bruits de pas et des voix inexplicables. Lorraine, grâce à ses capacités médiumniques, a identifié plusieurs esprits dans la maison, mais elle a confirmé que Bathsheba était la plus puissante et la plus dangereuse. Ed et Lorraine ont organisé une série de séances spirituelles pour tenter de libérer la maison de cette présence. Les séances avaient lieu principalement dans le salon, où les manifestations semblaient être les plus puissantes. Les fenêtres étaient fermées, les lumières tamisées, et les bougies étaient utilisées pour utiliser l'énergie spirituelle. Lorraine entamait chaque séance avec des prières, tandis que Ed utilisait des objets sacrés, tels que des croix ou de l'eau bénite, pour se protéger et protéger les participants. Dès le début, une tension palpable emplissait la pièce. Les témoins rapportent une sensation de froid intense et un silence pesant, interrompu seulement par des bruits étranges venant du plafond ou des murs. La séance la plus marquante a eu lieu lorsque Caroline a accepté de participer directement, malgré les réticences de Roger Perron. Lorraine a concentré ses efforts pour attirer l'esprit de Bathsheba. Presque immédiatement, Caroline a commencé à respirer lourdement, puis à crier. Caroline est entrée dans un état de transe, son corps se contorsionnant de manière inhumaine. Selon Andrea Perron, sa mère a été projetée violemment à travers la pièce par une force invisible, atterrissant avec fracas contre un mur. Après cet épisode, Caroline était physiquement et émotionnellement épuisée. Elle portait des marques visibles sur son corps, notamment des griffures profondes sur son cou et ses bras. It was far more intense than anything that they could have portrayed on film. It did not happen in the cellar, it happened in the dining room. And I knew from that moment, I was never one to believe in demons. I knew evil existed, but and I still don't know exactly what a demon is. But I will tell you that they brought a priest and a medium with them to the house, a full technical crew that were trying to film this event, and they inadvertently opened a door that they could not close. The medium invited the spirits in, and with them came something which attacked my mother. If she was possessed, it was for a brief period of time, but I saw it all with my own eyes. And what I know is that whatever attacked her was not of this world. It spoke through her in a language that does not exist on this planet, and it levitated her in the chair that she was in, and within a split second when it was done, curling her body into a ball you would have expected to hear bones breaking. It threw her into the adjacent parlor about 20 feet away in literally a split second. Roger, furieux et inquiet pour la sécurité de sa famille, a mis un terme aux interventions des Warren et leur a demandé de quitter la maison immédiatement. Roger estime que les séances n'ont fait qu'aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Et oui, contrairement à ce qui est montré dans le film, les Warren n'ont pas débarrassé les Perron de leurs tourments. Les Warren ont tendance à être mis sur un piédestal, en particulier depuis la série de films Conjuring. Mais dans la réalité, tout n'est pas aussi beau. Malgré l'intervention des Warren, les manifestations ne se sont donc pas arrêtées. Caroline continuait d'être la cible principale des agressions. Si les attaques physiques semblaient s'être atténuées, elle rapportait encore des sensations de froid intense, des marques inexpliquées sur son corps et des chuchotements menaçants. Les enfants voyaient encore des ombres et des silhouettes dans les pièces sombres, particulièrement dans les chambres et le grenier.
Cindy, par exemple, continuait d'entendre des voix lui parler dans son sommeil. La famille décrivait la maison comme ayant une vie propre, avec des moments de calme, recoupés par d'intenses activités. Andrea Perron, dans ses mémoires, a noté que certains jours étaient presque paisibles, tandis que d'autres ressemblaient à un voyage en enfer. En 1980, soit près de 10 ans depuis leur emménagement et le début de leur enfer, la famille Perron a enfin pu quitter la maison. Bien que financièrement difficile, le déménagement a été vécu comme un soulagement. La famille s'est installée dans une maison plus modeste, loin des souvenirs traumatisants d'Harrisville. Même après leur départ de la maison, les membres de la famille Perron ont rapporté avoir vécu des cauchemars, des visions, des flashbacks et une peur persistante des phénomènes surnaturels. Caroline, en particulier, semblait avoir du mal à tourner la page. L'aînée des filles a été la première à briser le silence sur cette période en publiant une série de livres intitulés House of Darkness, House of Light. Elle y raconte les événements en détail, mais aussi l'impact qu'ils ont eu sur sa famille. Andrea croit que la maison était un portail vers d'autres dimensions et que sa famille a été victime d'un phénomène bien plus complexe qu'une simple hantise. Bien qu'il ne préfère ne pas évoquer ses souvenirs, la plupart des membres de la famille Perron soutiennent ce qu'a raconté Andrea. Roger et Caroline ont choisi de rester discrets, laissant cependant Andrea laisser porter l'histoire publiquement. La maison ne va pas faire parler d'elle tant que ça après le départ des Perron. Elle est connue par les adeptes et les passionnés du paranormal, mais ça reste assez flou pour le grand public, du moins jusqu'en 2013. Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. C'est ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. En 2013, sort au cinéma le film Conjuring, réalisé par le talentueux James Wan. Le film met en scène les tourments de la famille Perron, victime d'événements paranormaux très violents. Ils finiront par être aidés par Ed et Lorraine Warren, des enquêteurs du paranormal. Vous l'aurez compris, la New Line Cinema a mis en scène le calvaire de la famille Perron. Et on peut dire une chose, le film est très réussi. Et ce n'est pas pour rien car un grand travail de recherche a été effectué. À commencer par une collaboration avec certains des protagonistes de la vraie histoire, comme Lorraine Warren par exemple. Bien que son époux Ed soit décédé en 2006, Lorraine a joué un rôle clé dans la conception du film. En tant que consultante, elle a travaillé en étroite collaboration avec James Wan, le réalisateur, pour garantir l'authenticité des événements présentés. Lorraine a décrit ses expériences dans la maison des Perron et a donné des détails sur les manifestations paranormales qu'elle avait connues. Elle a également partagé ses réflexions sur Bathsheba Sherman, qu'elle considérait comme l'entité la plus malveillante de la maison. Lorraine a visité le plateau à plusieurs reprises, offrant des conseils aux acteurs, notamment à Vera Farmiga, qui incarnait son rôle dans le film. Mais ce n'est pas tout. Avant le tournage, James Wan et les scénaristes ont rencontré Andrea Perron, l'aîné des enfants Perron et l'auteur de la trilogie House of Darkness, House of Light. Andrea a partagé des détails intimes sur les années passées dans la maison et les traumatismes vécus par sa famille. Andrea a insisté sur le fait que le film devait capturer non seulement des manifestations paranormales, mais aussi l'impact émotionnel sur sa famille. Elle a également décrit la personnalité de sa mère, Caroline, et l'emprise de Bathsheba semblait avoir sur elle. Grâce à ces différentes collaborations, l'équipe du film a pu retranscrire l'horreur qu'a vécue la famille Perron. Et pourtant, Andrea Perron a déclaré que ce qui est montré dans le film est bien moins effrayant que ce qu'ils ont vécu en vrai. Ça vous dit un petit extrait de ce qu'on voit dans le film ? Et ils ont tenu 10 ans. L'équipe du film rapporte cependant que des choses étranges se sont déroulées sur le plateau, bien que le film ne soit pas tourné dans la véritable maison, mais dans des studios. Beaucoup des membres de l'équipe ont vécu des choses assez bizarres, à commencer par Vera Farmiga, l'interprète de Lorraine Warren. En effet, peu de temps après avoir accepté le rôle, elle a senti une présence dans sa maison, ce qui l'a poussée à limiter le nombre de discussions sur le film chez elle. Mais ce n'est pas tout. Après une journée de travail sur le script, Vera a découvert des marques ressemblant à des griffures
sur l'écran de son ordinateur portable. Ces marques n'avaient aucune explication rationnelle et semblaient surgir de nulle part. Et quelques jours plus tard, ces mêmes marques sont apparues sur sa cuisse. James and I had to make the decision whether I was going to take the role. And so James and I had a creative conversation. At the end of it, I said, if Patrick's in, I'm in. And I opened my computer and there was these claw marks across the last day after we got back, flew home from North Carolina where we filmed, and the next morning I woke up in my own bed and the same claw marks appeared on my thigh. Oh. Oh wow. Certains techniciens entendaient des coups inexplicables ou des bruits étranges, même lorsque le plateau était censé être vide. Lors d'une scène tournée en intérieur, un vent glacial a traversé la pièce, perturbant l'équipement, bien qu'aucune porte ni fenêtre ne soit ouverte. Quoi qu'il en soit, le film Conjuring a eu un succès monumental et a marqué le cinéma d'horreur au même titre que Shining ou L'Exorciste, qui ont eu le droit à leurs petites vidéos sur la chaîne. Allez les voir, soyez curieux, c'est dans le nom de la chaîne. Alors un tel succès a forcément attiré l'attention sur la maison. Car oui, la maison où a vécu la famille Perron est toujours debout à l'heure actuelle. Alors j'ai pas trouvé de source vraiment fiable concernant les propriétaires qui ont succédé aux Perron, ni combien il y en a eu, ni s'ils ont vraiment vécu des événements paranormaux. En revanche, c'est en 2019, soit 6 ans après la sortie du premier film Conjuring, que Corey et Jennifer Eisen, et leur fille Madison, ont acheté cette ancienne ferme d'Harrisville. Et eux, ils ont vu des choses étranges dans leur maison. Et ça, on le sait car la fille du couple, Madison, le raconte sur TikTok et sur sa chaîne YouTube. On peut la voir faire dans certaines vidéos le tour de la maison. On peut donc la voir bien en détail, mais ce n'est pas pour rien, car cette maison, on peut la visiter. En effet, pour 25 $, vous pouvez aller explorer la maison dans laquelle la famille Perron a vécu l'enfer. Je vous conseille d'ailleurs de regarder la vidéo du Grand JD qui y passe la nuit afin d'y faire une enquête paranormale. L'ambiance de la vidéo est incroyable. Je vais passer 12 heures à l'intérieur d'une célèbre maison hantée qui a inspiré l'un des meilleurs films d'horreur, Conjuring. Basé sur des faits réels, une famille américaine aurait vécu des choses étranges à l'intérieur. Et vous allez le découvrir, les histoires de ce lieu sont plutôt dérangeantes. Wow, incroyable. There are bad spirits here. Est-ce que j'aimerais voir la carrière du Grand JD? Oui. L'histoire de The Conjuring nous fascine autant qu'elle nous interroge. Si les témoignages de la famille Perron et les enquêtes des Warren ont posé les bases d'un récit terrifiant, il est essentiel de prendre du recul. Le cinéma, pour captiver, prend des libertés. Il dramatise, amplifie et restructure les faits pour créer une expérience intense et immersive. Des détails sont inventés, d'autres omis, pour s'assurer que l'histoire laisse une impression durable. Par exemple, la confrontation finale entre les Warren et Bathsheba, aussi puissante soit-elle à l'écran, n'a jamais eu lieu dans la réalité. Andrea Perron, l'aîné des enfants Perron, a également joué un rôle clé dans la diffusion de cette histoire. En publiant ses livres House of Darkness, House of Light, et en collaborant avec la production du film, elle a contribué à maintenir l'intérêt autour de ces événements. Certains pourraient y voir une stratégie pour promouvoir ses ouvrages, ce qui soulève la question de la subjectivité des récits liés au paranormal. Malgré ces nuances, The Conjuring a eu un impact immense sur la culture populaire. Il a redéfini le genre de l'horreur en ancrant ses récits dans des faits supposément réels, ce qui a renforcé son pouvoir de fascination. Il a également propulsé la maison des Perron et le travail des Warren au rang d'icône du paranormal, attirant chercheurs, curieux et sceptiques du monde entier. En fin de compte, que l'on croit ou non au surnaturel, ces récits nous rappellent quelque chose d'universel, notre fascination pour l'inconnu. Mais ils nous invitent aussi à nous poser des questions sur la frontière entre réalité et fiction, et sur la manière dont nos peurs et nos croyances peuvent être façonnées par des récits qu'on nous raconte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Premièrement, merci à Elgil d'avoir participé à la vidéo. C'est la seconde fois que l'on collabore sur ma chaîne, la première vidéo étant celle sur la malédiction de Toutankhamon. Si vous aimez le paranormal et l'étrange, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. En ce qui me concerne, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne, à laisser un like, un commentaire constructif,
et à vous abonner également à mon compte TikTok pour agrandir la communauté. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.